merci d'être parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous allez nous présenter votre dernier ouvrage, Rebâtir la France, que vous pourrez d'ailleurs vous procurer et le général après la séance pourra dédicacer ces livres, et dans lequel vous préconisez notamment de placer la famille au cœur de la politique. Et comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui nous mobilise ici. Alors, Général Tauzin, vous êtes un Syrien, vous connaissez bien les forces spéciales pour avoir notamment commandé le prestigieux premier RPI-MA, donc le régiment parachutiste d'infanterie de marine. Vous avez participé à beaucoup d'opérations extérieures, et particulièrement avec les forces spéciales, dans des lieux tels que le Liban, la Somalie, le Rwanda, le Centrafrique, l'ex-Yougoslavie, le Proche-Orient, et j'en passe. Vous avez mis également votre compétence et votre expérience au service du renseignement, de la formation des officiers et de la préparation à long terme de l'avenir de l'armée de terre. J'ai noté que vous avez également œuvré pour l'insertion des jeunes issus de milieux défavorisés, et aujourd'hui vous avez un projet éducatif au Sénégal. Alors, Général Tauzin, vous venez de créer une association qui s'appelle France Terre d'Espérance, qui a une vocation politique, et qui part du constat que la France va mal, et qu'il faut mettre fin au régime désastreux des partis. Comme on peut le voir dans la première page, d'ailleurs, de votre site internet. Taisez-vous, continuez. J'ai fini. Et alors, ma question était de savoir qu'est-ce que cela veut dire pour vous. Voilà. Alors, je vous laisse. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir, et merci beaucoup, Monsieur Le Penet, de me permettre de parler ce soir ici. Pardonnez aussi ma voix, je ne cesse pas de parler en ce moment, et je ne savais pas qu'il fallait de l'entraînement. Je ne l'ai pas. Pour ça, j'espère que ça viendra, mais j'ai une voix un peu éraillée. Bien. Et donc, qu'un général s'engage en politique, chez nous, c'est extrêmement rare. Surtout quand il prétend, comme je fais ici, réfléchir au niveau du chef de l'État. Vous vous rendez compte un petit peu, tout de suite, ça pose des questions. Alors non, je ne vais pas faire... S'il y a quelqu'un des renseignements généraux ici, il pourra dire à M. Valls, non, je ne prépare pas de coup d'État. Et je pense qu'il y en a un des renseignements généraux, parce que ce que je vais dire intéresse beaucoup plus M. Valls que les islamistes qui sont dans le non, si je m'engage, c'est bien pour autre chose, et à presque 65 ans, je ne suis pas réveillé un matin en me disant « Tauzin, tu as un destin national, il faut que tu te lances maintenant ». Non, non, c'est pas l'histoire. Comment ça s'est passé? Pourquoi cet engagement? Bon, d'abord, j'ai toujours profondément aimé la politique, et au cours de ma vie militaire, il m'a été proposé peut-être une dizaine de fois d'entrer en vie politique. Avec la gueule que vous avez, ça devrait marcher. Et comme il fallait toujours entrer dans un parti politique, j'ai toujours refusé. Mon père, qui a commencé comme commis de ferme, mon père. Ses parents étaient métayers, illettrés. Ils achetaient de la viande une fois par an, pour Pâques. Et lui a commencé sa vie professionnelle comme commis de ferme à 14 ans. Et il a eu 20 ans en 39. Il s'est engagé pour la guerre, qui a duré pour lui jusqu'en 62. Voilà. Et il m'a toujours dit, il m'a appris, d'abord, il faut que tu aimes la France à en crever. Et deuxièmement, nous, officiers, parce qu'il a commencé deuxième classe, il a terminé commandant. Avec, pour ceux qui connaissent, 15 citations, dont 8 à l'ordre de l'armée. Bien. Il m'a dit, et nous n'avons qu'un seul parti, c'est la France. Ensuite, il a été chef d'entreprise, il a été ensuite vice-président du Conseil général de la Charente, et je lui ai rappelé, je lui ai dit, je vote pour toi si tu te présentes sans étiquette. Il s'est présenté sans étiquette. Voilà. Tout cela pour dire que la politique, je suis tombé dedans tout petit, mais d'une manière très indirecte, ça m'a toujours fort intéressé, mais j'ai toujours refusé d'y entrer parce qu'il fallait entrer dans des partis. Et à l'époque, comme j'avais quand même une famille à nourrir, je ne pouvais pas me lancer tout seul. Donc, je suis resté dans l'armée, qui est un métier magnifique, absolument magnifique, où je me suis complètement épanoui. Mais plus récemment, quand même, vous me faites signe quand il restera 5 minutes, s'il vous plaît, parce que je suis un baratineur. Plus récemment, que s'est-il passé? Au printemps 2013, j'ai participé, comme je suppose pratiquement tous ici, aux grandes manifs contre le mariage pour tous. C'était mes premières manifs, vous vous rendez compte? À 63 ans, les premières manifs, j'ai vécu ça avec comment dire, une ferveur toute particulière, merci madame, une ferveur toute particulière,
Et puis, bien sûr, dans ces moments-là, on parlait énormément de politique. Et puis, tout le monde, comme ici ce soir, tout le monde constate toujours que la France va bien mal. Et puis, il y en a un qui me dit, un camarade qui me dit, mais toi, t'es général, qu'est-ce que tu ferais si tu étais président de la République? Voilà, ça a commencé comme ça, bien. Et puis ensuite, après l'avant-dernière manif, un autre camarade général, Henri Pinard-Legris, certains le connaissent peut-être, me dit, tu sais Didier, ça va mal, hein. Ça peut déraper jusqu'en guerre civile. Or, nous, on en a connu quelques-unes sur le terrain. Monsieur le rappelait tout à l'heure. Je dis, oui, c'est vrai. Et il me dit, on ne peut pas rester à rien faire. On ne peut pas rester à rien faire. On va être à la retraite, des vieux machins, on ne peut pas rester à rien faire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que l'armée... Non, mais pas l'armée. Je dis, mais si tu veux, toi et moi. Bon, et bien on s'est lancé comme ça, et c'est comme ça qu'est né ce bouquin. J'ai travaillé 1 an et demi, pas le seul, hein, je me suis fait quand même aider un paquet de gens. Et puis, qu'est-ce que je fais dans ce livre? J'essaie, je ne sais pas si j'y réussis vraiment, j'essaie de me placer au niveau du chef de l'État. Pourquoi? D'abord parce qu'on n'en a plus. Depuis 40 ans, je dis bien 40 ans, j'ai commencé à voter. La première fois que j'ai voté pour un président de la République, c'était Giscard d'Estaing. À l'époque, on commençait à 21 ans. Hein, moi, j'avais 24 ans quand Giscard d'Estaing a été élu. Bon, comme un âne, j'ai voté pour lui. Et oui, je m'en suis repenti après. Mais c'était trop tard. Mais depuis 40 ans, je n'ai pas connu un chef d'État. Au sens français du mot chef. Celui qui unit les Français. Celui qui dit, on va par là, suivez-moi. Celui qui prépare l'avenir, et non pas celui qui s'occupe de faire le travail de ses secrétaires d'État, qui appelle le peuple de gauche contre le peuple de droite, et celui qui bafoue l'identité profonde de la France. On n'a pas de chef. Donc j'essaie de me mettre à ce niveau-là, sachant que je n'ai pas eu un seul exemple de chef d'État depuis De Gaulle. Je ne suis pas très gaulliste, hein. Je ne sais pas s'il y en a des forts gaullistes ici, mais bon, ben c'est bien. Moi je suis pas trop, mais c'était quand même un chef, malgré tout, même s'il a fait pas mal de bêtises. Bien. C'est un général. Oui, mais vous savez, il y a des cons parmi les généraux aussi. Ah non! Pardonnez-moi, je suis franc, hein. Et direct. C'est mon côté troupier, vous voudrez bien m'excuser, j'essaierai de me corriger. Voilà. Donc c'est ainsi que j'ai rédigé ce livre. Donc n'attendez pas, ni en le lisant, bon, bien sûr, ma réflexion a avancé depuis. J'ai commencé à constituer une petite équipe qui travaille d'arrache-pied, des gens remarquables, qui d'ailleurs arrêtera de travailler dans 3 mois si je ne trouve pas d'argent, parce qu'il faut de l'argent, on ne peut pas faire autrement. Hein. Et donc nous sommes entrés maintenant dans les détails, bien entendu, mais des détails du niveau du chef de l'État et du gouvernement, bien sûr. Hein. Donc c'est à ce niveau-là que j'essaie de me placer. D'abord, rapidement, je reviens aussi sur le constat. Hein, je fais à peu près le même que vous, mais je crois qu'on peut aller un peu plus loin quand même. Parce que tout le chômage, la dette, etc., tout le monde en parle, tout le monde prétend y faire quelque chose, personne n'y fait rien. Pour l'instant, c'est vrai. Mais en fait, ce n'est que, comment dire, l'éruption, ce ne sont que les manifestations de maux beaucoup plus profonds que connaît notre pays aujourd'hui. Beaucoup plus profonds et dont on ne parle jamais. Ou quasiment jamais. Il faut quand même les nommer. Parce que si on veut... non pas, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne me suis pas engagé pour défendre la France, mais pour la rebâtir. C'est très différent. Je suis désolé. Hein, quand on est... c'est pas méchant ce que je dis. Hein, comme soldat, je sais que quand on défend, eh bien, quand on est en position défensive, il y a de fortes chances qu'on perde du terrain. Moi, je n'aime que l'offensive. Dans les forces spéciales, on ne sait pas faire autre chose d'ailleurs. Hein. J'aime que les actions offensives. Et je crois aussi que je fais partie d'une des dernières générations, j'espère la dernière, hein, d'une longue série de générations, oui, qui a fait de la défensive. On a tout loupé, on n'a pas cessé de reculer sur l'avortement, sur des quantités de choses. Hein, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement finalement. C'était le vent de l'histoire chez Karl Marx, hein, et le vent de l'histoire il a changé. Maintenant il faut passer à l'offensive. Pas méchante, hein. Il faut passer à l'offensive, il faut reconstruire, il faut rebâtir. De toute façon tout est par terre. Donc on n'a plus le choix. Bien. Alors, quels sont les grands problèmes de fond, ceux dont on ne parle jamais?
ou alors ils sont évoqués très rapidement. Il y a d'abord ce... Je suis vraiment déçu, hein. Désolé. Un verre d'eau. Oui, ça serait sympa ça. Moi, en général. Bien, il y a d'abord un moment tout à fait exceptionnel dans la vie d'un peuple. Nous sommes à un moment où on change, c'est non pas de civilisation, heureusement d'ailleurs, hein, c'est ce que vous dites Madame Taubira, mais il y a un changement radical à l'intérieur de notre civilisation. Il y a une époque où Houellebecq le dit à sa façon, hein, moi j'avais repéré ça, l'intuition m'était venue d'une manière très forte pendant l'avant-dernière manif pour tous. On change de moment, radicalement. Hein. Le moment de civilisation qu'on a commencé avec la Renaissance, qui s'est développée avec les Lumières, la Révolution de 89, etc., qui a donné les grandes idéologies et les grandes catastrophes du XXe siècle, et mai 68, le sommet. Il n'y a pas eu un type qui s'est fait tuer pour ses idées en 68. Bon, voilà. Et qui a donné mai 68. Cette époque-là est en train de se terminer. Et nous avons vu au printemps 2013, donc la France nouvelle sortir de terre. Celle qui veut revenir aux fondamentaux et rebâtir justement la France en revenant à ses fondamentaux. Et ça, je pense que le mouvement, le changement est inéluctable et il prendra 20 ans, c'est une affaire tout simplement de génération. Parce que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, ben dans 20 ans, ils seront à la retraite, hein, au mieux. Et puis ceux qui montent, eh bien eux seront au pouvoir. Le changement est inéluctable. Et par contre, ce sont les 20 ans qui viennent qui vont être difficiles. Là, il y a un moment de friction terrible, parce que les uns ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas mourir, je les comprends, hein, et les autres sont pressés. Et c'est normal. Hein. Donc il y a 20 ans qui vont être difficiles. Je suis persuadé maintenant que l'affaire va se faire. Je suis persuadé que cette France est en train de mourir, l'ancienne, mais comme dit Karl Marx à propos de Dieu, son cadavre va bouger encore longtemps, très longtemps, et il est probable qu'il empuantisse l'atmosphère politique pendant encore 3 ou 4 siècles. C'est normal. C'est comme ça. À l'échelle de la vie d'un pays, c'est banal. Hein? On a encore aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a même des royalistes non maurassiens, je suis un peu paumé dans tout cela, hein, mais il y a des gens, bon, tout à fait... d'une autre époque, et c'est tout à fait légitime. Hein. Mais là, on va connaître la même chose avec ces gens-là. On en aura encore pendant 3 ou 4 siècles. Ça, c'est le premier élément qui est lourd de menaces. Le deuxième, on commence enfin à le percevoir. C'est cette guerre de civilisation face à l'islam. Bien. Alors, il ne faut pas dire que c'est nouveau. Ça a commencé il y a 1500 ans, avec l'Hégire, quand l'islam est sorti de la tête de Mahomet. Ça a commencé à ce moment-là. Et au moment des attentats du mois de janvier, Boualem Sansal, qui est un écrivain algérien, écrivait dans, je ne sais plus quel journal, peu importe. Depuis ses origines, la vocation de l'islam est de convertir, conquérir et gouverner le monde. Point. Depuis ses origines. Et donc cette guerre de civilisation, elle continue. Personnellement, je n'incriminerai pas les musulmans. Parce qu'ils vivent leur vocation, tout simplement. La vocation de leur religion. C'est tout. Hein. Par contre, ceux que j'incrimine, ce sont les gens qui ont laissé se constituer cette communauté musulmane en France. Elle n'existait pas en 1974. Il y avait 400 000 musulmans. Aujourd'hui, je ne sais plus combien exactement, entre 5 et 9 millions selon les chiffres. Et cette communauté musulmane française est très divisée. Mais elle vit quand même sa vocation à convertir, conquérir et gouverner la France. Bon, mais ça va forcément faire des étincelles. Un jour ou l'autre, ça fera des étincelles. Ça ne peut pas être autrement. Le troisième problème de fond, on l'a aussi un peu abordé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la laïcité à la française, qui est une hypocrisie, une horreur, une monstruosité, appelez ça comme vous voulez, qui n'a rien à voir avec la laïcité qu'a vécu la France depuis Clovis, en fait. Clovis qui a refusé d'être chef religieux, fondant ainsi la laïcité politique, enfin la laïcité en France, vécue. Hein, et qui n'a rien à voir avec donc la laïcité qui est d'essence chrétienne. Ce laïcisme est forcément diviseur, forcément destructeur, forcément source de conflits, et il le montre tous les jours. Et aujourd'hui, il connaît un pic, un développement très fort. J'ai lu des propos de Ramayad, qui est certainement tout à fait pertinente en laïcité puisqu'elle est musulmane,
qui sont tout à fait étonnants. Ça va très loin. Ça va très très loin. Donc il y a ces trois éléments qui sont très lourds comme problèmes fondamentaux. Et c'est le moment que nous choisissons, nous Français, pour nous adonner à l'un de nos pires défauts, le régime des partis. Voilà. Le régime des partis, c'est quelque chose qui est humain, mais c'est particulièrement français. Et regardez notre histoire. Très souvent, nous avons dérivé vers le système des partis. Les Armagnacs, les Bourguignons, les papistes, les Parpaillots, ma femme est protestante, hein, etc., etc. On a très souvent vécu le système des partis. À chaque fois, guerre civile ou pas loin, problèmes économiques dramatiques, et défaites militaires aux frontières, la France envahie, etc., etc. À chaque fois, eh bien, on est encore dans ce système, avec les graves problèmes dont je parlais tout à l'heure, dont le chômage, la dette, etc., ne sont que les manifestations. Parce que le système des partis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, grosso modo, je rapproche ça, je compare ça un petit peu à un système économique. Une entreprise, elle a un marché, elle se taille une part de marché. Le parti, il a un électorat, il se taille une part d'électorat. Il vend des produits comme fait une entreprise, des produits ou des idées, etc., comme fait une entreprise. Et puis, il cherche à satisfaire le client. Donc, on est en pleine démagogie, on est en plein clientélisme. Et on le voit tous les jours. Et là-dedans, au bout du compte, ce qui compte, c'est la stratégie du parti qui vise à conquérir, à conserver le pouvoir, et le bien commun national, qu'importe. Et on le vit tous les jours. Et nos responsables politiques, en particulier au plus haut niveau, sont atteints de ce que j'appelle un strabisme intellectuel convergent. Ils louchent, parce qu'ils ne voient que la prochaine élection. Ils voient que ça. Alors ce qu'il y a à côté des élections, ou surtout après les élections, mais ils s'en fichent. C'est comme ça qu'on a, par exemple, laissé se constituer cette communauté musulmane qui va nous poser des problèmes. Les uns ont favorisé l'entrée des musulmans pour des raisons économiques, en faisant le choix du chômage pour les ouvriers français. Le choix du chômage, ça c'était Giscard d'Estaing. D'autres ont fait entrer des musulmans pour leur donner la carte d'identité française et les faire voter pour eux. Ça c'est les socialistes, etc., etc. Et au bout du compte. Donc c'était des stratégies partisanes. Donc, un moment extrêmement difficile pour notre pays, un moment où, vraiment, oui, ça risque de déraper vers quelque chose de dramatique. Ça risque, hein, attention, je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Si quelqu'un le sait, ils me le disent. Eh bien, on a en plus le système des partis. Ce qui est absolument le contraire de ce qu'il nous faudrait. Et au bout du compte, si vous voulez, il y a quelque chose d'important, ça a été un petit peu abordé tout à l'heure aussi. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe aussi? Bien, la France et les Français sont asservis. Asservis. Nous devenons de plus en plus des esclaves. L'État, il a été colonisé par les partis politiques. Et maintenant, que fait-il l'État? Au lieu de servir la France et les Français comme c'est sa vocation, eh bien, il a transformé une grande partie de la population en mendiants. Les gens qui attendent leur allocation de ci, allocation de là, et qui ont été formés, dressés pour cela. Je dis bien dressés. On a aujourd'hui en France, lisez la France périphérique, hein, on a aujourd'hui en France, comme dans beaucoup de pays au monde, une classe de riches instruits qui sont de plus en plus riches et de plus en plus instruits, la jet set, enfin une classe mondiale, internationale, et puis la grande majorité qui s'appauvrit. Allez voir dans les campagnes, allez voir dans les banlieues. Et ça, c'est la réalité vécue quotidienne en France. Vous avez 60% de la population française, en particulier parmi les Français dits aujourd'hui de souche, hein, qui sont des laissés pour compte. Je disais il y a une quinzaine d'années, pressentant cette évolution, je disais à mes enfants, faites attention, si on continue comme ça, dans votre génération, dans votre société, il y aura les maîtres et les esclaves. Eh bien, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Et la chose s'accentue quotidiennement. Donc, un général
général, ça réfléchit, du moins ça essaye, c'est pas toujours très adroit pour réfléchir, et puis ensuite, il y a quelque chose qui est congénital à un général, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bon, donc on se lance dans l'action. Ils ne savent pas faire autrement, les généraux, les officiers en général. Donc, bien sûr, vous avez compris, il faut absolument et rapidement abroger cette dictature des partis qui nous mène à la catastrophe. Les hommes, je partage ce qui a été dit tout à l'heure, ce n'est pas les hommes ou les femmes qu'il faut attaquer. J'en connais suffisamment d'élus dans ma campagne périgourdine ou bien ici à Paris, des députés, etc., qui sont des gens bien, qui veulent bien faire leur métier, qui en sont des gens de service. Je ne suis pas du genre à dire tous pourris, ça c'est faux, c'est monstrueux. Mais ils sont pris dans un système dont ils ne savent pas sortir. Vous avez des quantités de gens qui sont incapables de penser la politique en dehors du système des partis. Incapables. Et ils sont tous, peu ou prou, pris dans cette culture marxiste, thèse, antithèse, synthèse. La gauche dit quelque chose, donc la droite dit le contraire, sauf si ceux qui font la liaison entre la gauche et la droite, voilà, et puis on fait une synthèse. Bon, c'est ahurissant, ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucune entreprise, aucun régiment, aucune famille qui peut fonctionner comme ça. Pourquoi un pays pourrait-il fonctionner? Et nos responsables politiques sont incapables de sortir de ce schéma. Donc ce n'est pas d'eux qu'il faut attendre la solution. Ce n'est pas eux qui vont résoudre ces problèmes qu'ils ont très largement contribué à créer ou à attiser. Il ne faut pas attendre cela d'eux. Ils sont disqualifiés. Ils sont disqualifiés. En disant cela, je précise bien encore une fois, je n'appelle certainement pas à la révolte. Surtout dans l'état où se trouve la France aujourd'hui. Nous sommes tellement divisés, nous sommes tellement à cran, il y a tellement de désespoir et de désespérance chez nous qu'il faut surtout ne prendre aucune initiative qui risque de faire démarrer justement cette guerre civile enfin, pour moi c'est une hantise. Vous savez, je me souviens, ne parlons même pas du Rwanda, vous avez eu suffisamment d'images, mais au Liban, les camps de Sabra et Shatila, pour les plus anciens, de la viande humaine sur les murs partout. En Somalie, j'étais assis un soir à faire mes ordres pour le lendemain, sous un épineux, il ne faisait pas beaucoup d'ombre, heureusement il ne faisait pas chaud, il faisait que 55. Et autour de moi, sur 360 degrés, à perte de vue, tous les 2 mètres, une tombe. Et entre les tombes, des gosses affamés. En Yougoslavie, quand j'y suis arrivé, c'était 2 gosses venaient de prendre une balle dans la tête. Et puis des familles entières couchées dans la neige sous des bâches plastiques, etc. Au Kurdistan, j'ai vu naître les premiers enfants, tous étaient morts dans les montagnes, les enfants de Kurdes, et tous morts dans les montagnes, etc. Bon, moi je veux pas ça pour mon pays, donc c'est vraiment pour moi quelque chose de très fort, c'est une motivation extrêmement forte. Et je suis de ces gens, de ces officiers qui considèrent que la vocation de servir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, ne s'arrête pas avec ce qu'on appelle la retraite. Elle continue après sous d'autres formes. C'est pour ça que je me suis engagé. Donc, nos responsables politiques actuels sont incapables de même gérer cette situation, parce qu'ils poussent les problèmes devant eux en espérant que ça pètera avec le successeur, quoi. Bien. Alors maintenant, là aussi un défaut général, nous avons tous besoin de formaliser en une phrase notre idée générale, notre grande orientation. Bien. Et je l'ai fait dans ce livre, Rebâtir la France. Je crois vraiment qu'il faut que nous refondions la politique comme service de l'homme, de la famille et de la nation. Parce que c'est sa seule vocation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous comme moi, nous sommes des électeurs, des producteurs, des consommateurs, des jouisseurs, avant d'être ou de devenir des vieux congénères, tout juste bons pour l'euthanasie. Voilà, c'est comme ça que moi je me sens perçu par notre classe politique en général. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Vous n'avez pas le droit d'accepter. Nous n'avons pas le droit d'accepter. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui est fondée sur
l'affirmation que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il est appelé à devenir comme Dieu. Donc l'univers entier nous doit le respect. L'univers entier nous doit le respect. Nous devons l'exiger. Nous devons l'exiger. Et donc, rebâtir la politique comme service de l'homme, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un vain mot, c'est le retour exact à notre civilisation, au plus fondamental, si je peux dire, de nos fondamentaux. Mais ce n'est pas uniquement la politique, c'est l'économie, c'est remettre la technologie, remettre tout au service de l'homme. Et cette orientation, si vous voulez, si elle est approfondie, et si elle sert de guide à toutes les réformes que notre pays, dont notre pays a besoin, elle est extrêmement porteuse. Ça, c'est l'idée générale. Refonder la politique et tout le reste. Comme service de l'homme. Parce que c'est nous qui sommes importants. Vous, madame, vous, monsieur, moi. C'est pas l'État lui-même. C'est pas l'entreprise. C'est nous. Alors, bien entendu, je ne sais pas combien de temps il reste. À peu près un peu moins de 2 minutes. Ah bon? Jusqu'à 10 heures. C'est du Pérou. J'allais je me dépêchais. D'accord. Bien. Donc, alors, un peu plus concrètement, il y a bien sûr des réformes de mentalité, il y a des réformes, il faut procéder à des réformes sur certains principes qui gouvernent notre vie politique, et il y a aussi évidemment des réformes structurelles énormes à faire, et ça c'est la base, avant de reconstruire, de reconstruire une véritable politique pour la France, avant de refonder l'unité nationale. Ça, c'est quelque chose de déterminant. Elle n'existe plus, notre unité nationale. Un étranger me disait récemment, mais vu de chez nous, la France, c'est plus un peuple. Hein. C'est plus un peuple. Vous vous rendez compte un peu? Vu de l'étranger, c'est plus un peuple. Bien. Donc, refaire notre unité nationale, repenser l'Europe, repenser nos relations au monde, etc. Bien sûr, libérer toutes nos énergies, et pas uniquement nos énergies économiques, c'est évident. Mais pour cela, il y a des réformes structurelles fondamentales à faire. Et là, moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le candidat. Si vous voulez faire ça au niveau local, mais si ça n'est pas fait au niveau national, eh bien vos réformes auront finalement assez peu de portée. Vous en convenez. Parce que, en France comme ailleurs, tout dépend de là-haut, et surtout en France. Alors, quelles sont-elles ces réformes? Encore une fois, je suppose que quelqu'un risque d'être déçu. Il ne nous a pas dit s'il va augmenter les impôts, etc. C'est pas mon sujet ce soir. Hein. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à les baisser parce que j'en paye beaucoup trop, comme vous. Voilà. Non, je ne suis pas encore entré dans ces détails. Je répète qu'il y a une équipe qui travaille dessus. Bien. La première chose à faire, je crois, c'est... parmi les premières choses à faire, j'en vois 3. Réformer l'État, restaurer la fonction présidentielle et revoir radicalement la représentation nationale. Réformer l'État, je l'ai abordé un peu tout à l'heure, l'État aujourd'hui ponctionne presque 60% de la richesse produite annuellement. Mais il ne remplit plus ses fonctions régaliennes, ou très mal. C'est-à-dire, ce pourquoi il existe, il ne le fait plus. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avilit, je pèse mes mots, il avilit beaucoup de Français en les transformant en mendiants. Et tout ça, c'est inadmissible, c'est intolérable, on ne peut pas laisser faire ça. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Donc il faut revoir l'État. Et c'est pour ça que nous travaillons en ce moment sur un État qui ne pèserait que 35% donc du produit intérieur brut, dont 90% du budget serait consacré aux fonctions régaliennes, uniquement. Et donc, comme c'était dit tout à l'heure, j'ai l'impression de répéter un petit peu, et qui donc rendrait à la société tout ce qui n'est pas régalien. C'est un État subsidiaire, pour ceux qui connaissent un petit peu. On travaille dessus actuellement. Bien. La deuxième réforme, c'est qu'il faut restaurer ou revitaliser la fonction présidentielle. Ça, c'est absolument nécessaire. Bon, je ne voudrais pas être méchant, mais
Un président de la République qui téléphone à Leonarda. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, voilà. Le président de la République qui fait le travail de ses sous-secrétaires d'État et peut-être même de sa secrétaire particulière, et qui, donc, dans ce cas, fait une guerre en Libye qu'il n'aurait jamais fallu faire. Bon, ça veut dire qu'il manque de hauteur de vue. Ces gens-là ne font pas leur travail à eux, ils ne font pas leur travail à eux. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un chef. Je suis désolé. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un chef. J'ai dit un peu tout à l'heure comment il faut, selon moi, concevoir en France le chef. Hein, et c'est ce que nous vivons très largement dans les armées. Je suppose que comme mes prédécesseurs, mes successeurs, moi je ne faisais pas le travail de mes capitaines. Hein, quand je commandais mon régiment. Ils étaient formés pour ça. Moi je les voyais au résultat sur le terrain. C'est tout. Je ne fais pas leur travail. J'avais suffisamment à faire avec le mien. Donc, un chef d'État qui fait le travail de ses dictateurs, non, on n'y arrive plus. Et on envisage même maintenant de supprimer la fonction de Premier ministre. On marche sur la tête. On marche sur la tête. La France, ce n'est pas un comité d'entreprise, ce n'est pas un conseil d'administration d'entreprise, ce n'est pas un club med. Non, c'est la France. C'est un pays qui a 2000 ans d'histoire. Bientôt. Et donc, il faut revitaliser cela. En particulier, redonner au chef de l'État son indépendance complète. Son indépendance complète par rapport aux partis politiques. Ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Mais, où est-ce que j'ai lu ça récemment? Peu importe. De Simone Veil, la philosophe, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est ce qui est difficile qui est le chemin. C'est magnifique, ça. Ça devrait être la devise des chefs d'État. Une devise des chefs d'État. Et donc, qu'ils soient indépendants, en particulier par rapport, qu'ils ne dépendent en fait que de nous, de la nation, et pas des partis politiques, ni de qui que ce soit d'autre. C'est très difficile, hein, parce que, bien entendu, il y a des influences économiques et autres, c'est très difficile. Mais c'est un chemin, il faut le prendre. Et si on ne le prend pas un jour, jamais on n'arrivera au bout. C'est clair. Hein. Et il faut aussi que le chef d'État ait la durée devant lui. 5 ans, mais qu'est-ce qu'on peut faire en 5 ans dans un pays comme la France? Mais c'est ridicule, c'est ridicule. Alors je ne vais pas vous dire, moi je souhaite le rétablissement du septennat, je souhaite le décennat. Non, non, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Moi, pour l'instant, j'en suis à fixer les grandes idées. C'est le rôle d'un chef d'État, de fixer les grandes orientations. Et ensuite, on entre dans le détail. On réfléchit. Et il faut réfléchir aujourd'hui en interactivité avec la nation. C'est très facile aujourd'hui d'organiser ça. Très facile. Je ne sais pas si ça serait très rentable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne participeront pas. Mais si on ne le fait pas, ils râleront. Donc il faut le faire. Bien. Il faut lui redonner la durée. Et puis revoir aussi ses fonctions. J'ai dit tout à l'heure, outre bien sûr faire fonctionner l'État. Je ne dis pas gouverner, ça c'est le rôle du gouvernement. Gouverner, c'est le rôle du gouvernement. Mais assurer le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire veiller à ce que le gouvernement fasse son travail, il a à mon avis 3 fonctions, le chef de l'État. Tout à l'heure, je disais unir les Français, ça c'est déterminant. Tout au long de notre histoire, dès qu'un chef d'État faiblit sur ce sujet, la France s'en sent très mal. Et lorsque un chef d'État se permet de s'adresser au peuple de gauche contre le peuple de droite, c'est un traître. C'est un traître, tout simplement. Ou bien, je parle de Mitterrand parce qu'il est mort, hein, mais autrement, les autres, on fait pareil. Hein. On fait pareil. C'est un traître, tout simplement. Un chef d'État, en France surtout, doit unir. Unir autour de la France. Pas lui, c'est un petit bonhomme qui va passer. Mais autour de la France à aimer. Sa deuxième mission, c'est bien entendu de définir les grandes orientations. Et son attitude, c'est il faut aller par là, derrière moi, en avant. Pardonnez-moi, je parle en soldat, mais c'est intellectuellement, c'est ça que doit avoir. C'est cette attitude-là que doit avoir le chef d'État. Bien sûr, il faudra que je civilianise mon langage un jour. Ça ne va pas être facile pour moi. Mais peu importe, vous comprenez bien l'image. Et sa troisième mission, c'est de préparer ses successeurs. Je me souviens, quand j'étais stagiaire à l'école de guerre, d'avoir rendu visite avec mes camarades à
à quelqu'un que j'ai considéré comme un très grand monsieur, Jean-Louis Beffa, patron de Saint-Gobain. Alors je ne connais pas ses idées, peu importe, mais comme chef, il m'a bluffé. Il nous a dit au cours de cette conférence, de causerie, moi je n'ai que 2 missions et je n'en veux pas d'autres, ce serait descendre en dessous de mes responsabilités. Et mes 2 missions, c'est l'avenir à long terme de Saint-Gobain, qui avait 400 ans d'existence, hein. L'avenir à long terme de Saint-Gobain, et le long terme commence pour moi après 20 ans. Nous étions en 86, donc lui s'intéressait à 2006. Et ma 2e mission, c'est de préparer mes successeurs. Donc les repérer, les former, et puis les faire monter en responsabilité pour qu'un jour l'un ou l'autre puisse me succéder. Voilà ce qu'est un chef. Et instinctivement, je me suis dit, bon sang, si on avait des chefs d'État comme ça. Eh non, à côté de ça, on a des gens qui pensent qu'à se faire réélire, et à faire élire leurs petits copains. Comment voulez-vous que la France tourne bien? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui est bon pour Saint-Gobain, qui existe depuis 400 ans, a fortiori pour la France. A fortiori pour la France. C'est ce que nous faisons dans les armées. On prépare les chefs de demain. C'est ce que font, c'est ce qui se passe dans d'autres, chez les préfets, etc. Pourquoi pas au niveau politique? C'est déterminant, c'est très important cette affaire. Bien. La 3e réforme de fond concerne la représentation nationale. Alors je ne sais pas vous, mais je crois qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Moi je ne me sens ni socialiste, ni UMP, ni FN, ni ici, ni là. Et dimanche prochain, je vais, comme tout le monde, comme certains, aller voter, hein, et j'ai le choix entre 2 listes UMP, UDI, socialiste et FN. Donc je voterai blanc comme d'habitude. Vous votez Ville pour tous. Mais il n'y en a pas chez nous. Et pourquoi? Parce que moi je suis périgourdin là-bas, je suis dans un village de 400 habitants. Pourquoi il n'y en a c'est pas? clair, hein. Chez moi il n'y en a pas. Mais il fallait en faire une. Non, mais non. Mais je peux pas aller en même temps au niveau du chef de l'État pour des lois. Excusez monsieur. Voilà. Donc, une fois de plus, je voterai blanc, parce que je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Et tout est bloqué, tout est organisé pour qu'on ait pas d'autre choix que cela. Alors bien sûr, il y a des gens courageux qui essayent d'en sortir. Bravo. Bravo, les commandos, j'apprécie. Non, franchement, et j'espère vraiment que vous réussirez. Franchement. Mais en fait, il faut. C'est rare, c'est très rare des initiatives comme celle-là. Hein. Tout est bloqué, on ne peut pas le faire autrement. Moi, je ne me sens pas PS, etc. Non, je suis Didier Tauzin. J'ai une famille, je suis soldat, j'appartiens à des associations, etc. La France réelle, c'est quoi? C'est pas les partis politiques, la France réelle. Ce sont les familles, ce sont les entreprises, ce sont les associations. C'est ça la France réelle. Alors, je ne suis pas, encore une fois, au bout de ma réflexion. Nous allons y travailler. Nous allons y travailler. Hein. Mais je disais tout à l'heure à M. Penel, rapidement, moi je verrais bien que l'on constitutionnalise la représentation des familles en tant que familles dans les conseils municipaux, au moins des grandes villes, parce que dans les villages c'est un peu différent. Hein. Dans les conseils municipaux et jusqu'au niveau national. De toute façon, il faut revoir cette représentation nationale pour faire en sorte que les partis politiques ne puissent plus exercer leur dictature. Donc, revenir à la représentation de la France réelle, qui n'est pas une France de partis politiques, revoir la place des médias. Ah oui, il y a quelque chose à faire. Tiens, une toute petite aventure qui m'est arrivée. Mon livre est sorti le 19 janvier. Et quelques jours après, je reçois un journaliste du journal local, La Charente Libre, très rapsoc, très rapsoc. On a passé 2 heures ensemble. Le gars il m'a dit, mais c'est vachement bien votre truc. Vachement bien votre truc. Hein, et moi, comme un bonnet, je le croyais converti, quoi. Il m'a sorti un article. Le général Tauzin se prend pour le recours et puis surfe sur le tous pourri. Je n'ai jamais dit, jamais écrit, jamais pensé cela. Et ça, c'est scandaleux.
Alors, je ne vais pas me battre contre ce petit monsieur, parce que sinon je vais passer mon temps à me battre contre les journalistes, c'est pas la peine. Hein. Je l'ai déjà suffisamment fait dans le cadre du Rwanda, de l'affaire du Rwanda. Merci. Donc je ne vais pas faire monter à ça. Mais c'est scandaleux, un comportement comme celui-là. Parce que c'est trahir complètement la vérité. Donc, il faut revoir la place des médias, ce qui ne veut pas dire, abroger la liberté de la... Non, mais la liberté, ça va avec la responsabilité. La liberté va avec la responsabilité. Bien. Et le troisième élément dans cette révision de la représentation nationale, c'est retrouver une place pour les partis politiques. Inutile de vouloir les éradiquer. Ils renaîtront immédiatement sous une autre forme. Ils reviendront immédiatement. C'est un mal humain, et particulièrement français. Simplement, il faut leur trouver une place de manière à ce qu'ils ne nuisent pas à l'unité nationale et qu'ils ne réinstaurent pas cette dictature. Alors, je ne sais pas encore quelle place. Hein. Pour l'instant, moi, j'en suis au principe. Vous direz que ça va pas loin des principes. Certes, mais il faut quand même commencer par établir les principes si on veut aller plus loin. Hein. Du moins, c'est comme ça qu'on fait dans l'armée, mais en général, ça ne se passe pas trop mal. Bon, et bien voilà, 5 minutes. 5 minutes, mais ça tombe bien. Hein. Hein. Et puis, moi, je vois une autre réforme que j'ai déjà abordée. Hein. Je crois qu'il faut absolument que nous placions comme une priorité politique radicale sur la famille. La famille, d'abord parce qu'elle est la matrice de la nation, elle est antérieure, bon je ne prendrai rien, hein, antérieure à l'État, à tout. Hein, et puis elle est le premier lieu économique, le premier lieu de solidarité, etc. Je crois vraiment que si nous placions la priorité politique au niveau national sur la famille, eh bien beaucoup de choses seraient changées. Énormément de choses changeraient en France. Voilà. 3 minutes. Donc, moi, je voudrais vous dire, pour terminer, j'entends souvent dire, à la télé en particulier, la France, ce vieux pays. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Hein? J'ai dit tout à l'heure qu'on voit surgir une nouvelle France. Moi, je considère, c'est ma façon de voir les choses, que là, la France est en train de terminer une étape qui peut s'apparenter à la crise d'adolescence d'un jeune garçon ou d'une jeune femme, jeune fille. Moi, la France, là, pour moi, c'est une toute jeune femme ou un tout jeune homme qui sort de sa crise d'adolescence et qui va aborder l'âge adulte. C'est fantastique. C'est fantastique. Hein, c'est radicalement autre chose que ce vieux pays. Ensuite, la France, ce n'est pas ce pays, comme disent les petits marquis poudrés de Bercy et d'ailleurs. Non, c'est Madame la France, pour moi. Un ami hollandais me disait récemment, ah oui, j'ai dit sur TV Liberté, ils l'ont tous vu. Bon, peu importe. Un ami hollandais me disait récemment, vous les Français, vous ne savez pas ce que c'est que la France. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas comment nous, à l'étranger, on voit la France. Et partout dans le monde, on vous dira ça. Bien sûr, avec de manière différente. Mais la France, c'est le cœur du monde. Au sens, voilà. Aujourd'hui, elle nous envoie du sang pourri. Le jour où elle nous enverra du sang sain, le monde sera changé. Le monde sera radicalement changé. Non, moi je ne suis pas engagé pour défendre, mais pour reconstruire, pour rebâtir. Et par contre, je suis seul en ce moment. Hein. Enfin, seul, on est très peu nombreux. Très peu nombreux. Alors si on continue comme ça, je continuerai de vendre mon livre, de faire des petites conférences comme ça, puis on n'ira pas bien loin. On n'ira pas bien loin. Ça servira toujours à quelque chose, bien sûr, et qui sait si ça ne va pas tomber dans l'oreille du jeune ou du moins jeune, qui lui prendra l'affaire en main. Ok, ça c'est la providence. Eh bien, très clairement, pour l'instant, tout ce que je fais, c'est sur mes frais personnels. Ça durera 2 mois. Je ne pourrai pas aller plus loin. Donc, mesdames, messieurs, non seulement appel à Gilles de Russell, si quelqu'un a 1 million à me donner là, c'est parfait. Et appel à engagement à mes côtés, parce que rebâtir la France à tout seul, c'est pas possible. Merci.